Sud Radio, 8h15, c'est l'heure du petit déjeuner politique et nous accueillons Geoffroy Didier, député européen Les Républicains. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Geoffroy Didier, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On va parler de beaucoup de choses, le pass sanitaire, la vaccination des enfants, la campagne présidentielle pour Valérie Pécresse et puis la polémique Sciences Po Grenoble. Et d'abord, ce variant Omicron qui gagne du terrain en France. La barre des 3000 patients en réanimation a été atteinte. Le gouvernement qui souhaite pour fin janvier transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, mais d'ici là, aucune mesure de restriction supplémentaire, à l'inverse d'autres pays en Europe. Le gouvernement joue avec le feu, ici, Geoffroy Didier. Je ne dirais pas cela. Je dis en revanche qu'il faudrait prendre des mesures d'urgence pour préparer la rentrée, puisque la rentrée c'est dès le 3 janvier et que nous le savons, ces vacances vont être des moments d'interaction familiale et qu'il va y avoir un moment d'incubation. Et nous le savons aussi, ce sont les enfants qui transmettent le virus. Et c'est la raison pour laquelle Valérie Pécresse a par exemple proposé que les vacances puissent être prolongées d'une semaine, bref, que la rentrée scolaire puisse être reportée d'une semaine, afin que l'on ait un regard plus précis sur la situation de la pandémie au lendemain de ces interactions familiales et de ce risque de moment d'incubation. Pour l'instant, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ne l'entend pas du tout de cette oreille-là. Pour lui, il n'y a pas question de repousser pour l'instant. Eh bien, je pense que c'est une erreur et un risque qu'il fait porter aux enfants et à l'ensemble des familles. Nous le savons, la situation est particulièrement préoccupante. Le variant Omicron est en train d'exploser sans qu'on ait encore les données précises qui permettent de le confirmer, mais chacun le sait bien. Et je crois qu'il est vraiment nécessaire de prendre ces mesures d'urgence pour exposer le moins possible les familles, les enfants, les parents, les personnes âgées, les personnes qui subissent des comorbidités au lendemain de ces vacances qui, encore une fois, vont être des moments de risque, même si ce sera, je l'espère aussi, des moments de joie en famille. Et quelle autre possible mesure d'urgence vous attendez de la part du gouvernement ? Valérie Pécresse parlait il y a quelques temps, il y a peu de temps, de possible confinement des non-vaccinés. En tout cas, elle y était favorable, c'est ce qu'elle disait. Ça peut être une mesure aussi que vous attendez ? Je vous parle pour l'instant de ce souhait que nous avons de reporter la rentrée scolaire d'une semaine. Et ce que je souhaite aussi, et ce qui n'a pas été mis suffisamment en œuvre par le gouvernement jusqu'ici, c'est une stratégie massive de tests, et notamment de tests à l'école, mais aussi d'auto-tests, c'est-à-dire de tests que l'on peut pratiquer chacun. Et si je crois que la stratégie de vaccination du gouvernement a été globalement satisfaisante, et il ne faut pas hésiter à le dire lorsque c'est le cas, je considère que la stratégie de tests, et notamment de tests à l'école, n'a pas été à la hauteur de la situation et des exigences, parce que, encore une fois, comme nous le savons, ce sont en ce moment les enfants qui transmettent le plus le virus, et comme ils sont asymptomatiques, eh bien, ils ne se font pas tester, sauf si le gouvernement avait une stratégie massive de tests, comme d'ailleurs l'a souhaité Valérie Pécresse depuis plusieurs mois et comme le demande le professeur Philippe Juvin aussi depuis un certain temps. Sur la question de la vaccination, alors le pass vaccinal que le gouvernement souhaite mettre en place d'ici fin janvier, c'est une bonne solution ou pas là-dessus, Geoffroy Didier ? Nous attendons de voir ce qu'il y a dans le projet de loi. Ouais. Vous savez que certains pays européens le pratiquent déjà. C'est aussi le cas dans un pays très proche comme l'Allemagne, où à Berlin, le pass vaccinal a été mis en place. Mais lorsqu'on regarde aussi ce qui se passe dans d'autres pays européens comme la Grèce, il y a des passes vaccinaux pour certains lieux, des passes sanitaires seulement pour d'autres lieux publics. Nous attendons que le gouvernement précise sa pensée, dépose un projet de loi clair. Il y aura ensuite un débat des institutions, et je ne veux pas me substituer à elle, au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et nous verrons ce qui est concrètement proposé par le gouvernement et de manière stable. Je le dis de manière stable puisque malheureusement, le gouvernement change souvent d'avis. Je sais bien que la situation est difficile et il faut analyser tout cela avec humilité. Mais il y a quelques jours encore, le ministre de la Santé, Olivier Véran, nous disait qu'il n'y aurait pas de passe vaccinal. Et finalement, patatras, changement d'avis. Donc, encore une fois, attendons tout début janvier, d'abord pour voir où en est la situation de la pandémie, et deuxièmement pour voir plus précisément ce que propose le gouvernement. Donc demande de clarté de votre part, ça veut dire que c'est pas une question de savoir si oui ou non ces mesures seront liberticides, parce que certains non vaccinés se considèrent un petit peu comme des pestiférés. Ils ont l'impression qu'on les considère comme des pestiférés. C'est le cas encore, c'est le cas aujourd'hui, de plus en plus. Il y a près de 6 millions de nos concitoyens qui ne sont pas vaccinés, certains parce qu'ils ne le peuvent pas pour des raisons médicales, et d'autres parce qu'ils ne le souhaitent pas. Et dans chacune des mesures gouvernementales, il faut évidemment trouver le juste dosage et la conciliation entre la protection sanitaire d'une part et le respect des libertés publiques d'autre part. Je sais que ce n'est pas simple.
Nous avons été clairement en faveur de la vaccination et je préfère par principe convaincre plutôt que contraindre. Les annonces, ou en tout cas le risque d'un pass vaccinal a au moins un mérite, c'est d'inciter certaines personnes qui étaient jusqu'ici réfractaires à se faire vacciner à y aller. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez en ce moment un grand nombre d'inscriptions en vue de la vaccination. Je crois qu'il faut encourager tous ceux qui le peuvent à se faire vacciner. Faut-il les y contraindre ? Nous verrons cela en fonction, encore une fois, précisément de ce que propose le gouvernement, et nous serons toujours aussi soucieux. Bon, là, on est sur une quasi-obligation vaccinale, si on parle de passe vaccinal. Ça dépend pour qui. Est-ce qu'il s'agira uniquement des personnes âgées ? Est-ce qu'il s'agira des enfants ? Est-ce qu'il s'agira des lieux, de tous les lieux ouvrant au public ? Est-ce que ce sera des lieux culturels ? On nous parle désormais d'un pass sanitaire aussi au sein de l'entreprise. Vous savez que le pass sanitaire existe déjà dans des lieux de travail. C'est par exemple le cas dans le secteur de la santé ou dans les lieux recevant du public, comme dans les restaurants. Donc, nous avons aussi pu constater que les organisations syndicales y sont opposées, notamment par exemple pour faire respecter le secret médical au sein de l'entreprise, et que les organisations patronales sont, elles, réservées parce qu'elles veulent s'assurer que ça ne pèse pas de nouvelles charges excessives sur le dos des dirigeants d'entreprise. Vous voyez, ce sont à chaque fois des débats très précis qui ont leur légitimité, mais qui méritent d'être vus avec un sens de l'équilibre, j'y tiens, mais aussi un respect des libertés publiques à chaque fois que cela est possible. Sur le pass sanitaire au travail, est-ce que ça risque pas d'être encore une énorme usine à gaz au moment où l'économie repart justement et on a du mal à recruter dans certaines entreprises ? Si c'est un risque, vous avez raison. Et c'est la raison pour laquelle les dirigeants d'entreprise sont très réservés. Moi, je n'y suis pas, à titre personnel, défavorable, parce que je crois que lorsqu'on travaille en interaction avec d'autres collègues, sa liberté s'arrête ou commence aussi celle d'autrui, et donc chacun doit prendre ses responsabilités, mais si le pass sanitaire devait être mis en place au sein des entreprises, il faut s'assurer de savoir qui va contrôler, qui va sanctionner, va-t-on respecter le secret médical de chaque collègue de travail et de chaque salarié, et quelles sont les charges nouvelles qui vont peser sur les dirigeants d'entreprise. Ce sont toutes ces questions qui méritent d'être abordées très précisément avant de dire clairement si nous sommes favorables ou pas au projet de loi qui sera soumis au Parlement début janvier. Et justement, il y a assez de débats ou pas sur ces sujets-là. Enfin, à vous entendre, le sous-entendu, on a l'impression que finalement ce sont des questions cruciales, essentielles, et que vous attendez des réponses, voilà, il y a un besoin de clarté. Ça veut dire que là-dessus, il y a un manque de transparence de la part du gouvernement, de débat ? Il y a un manque de stabilité dans les convictions gouvernementales, et il y a un manque de clarté et de précision dans les modalités qui pourtant sont essentiels, parce que nous le savons, sur ces sujets-là, le diable est dans les détails. Encore une fois, nous sommes favorables à la vaccination, nous préférons convaincre plutôt que contraindre, mais il n'y a pas de débat interdit, encore faut-il rentrer dans les détails pour bien connaître les modalités précises de chacune des mesures gouvernementales. Une dernière question rapidement avant de passer à la campagne de Valérie Pécresse sur la Haute Autorité de Santé qui a donné son feu vert pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Est-ce qu'il faut la rendre obligatoire ou pas selon vous ? Je n'y suis pas favorable à titre personnel. En revanche, je suis favorable à ce que chaque citoyen, et notamment les enfants, puissent être protégés, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le virus se transmet beaucoup par les enfants sont asymptomatiques, et donc ils sont vecteurs de transmission du virus auprès des adultes, et notamment auprès des personnes âgées en ces périodes de fête. Geoffroy Didier, Valérie Pécresse, donc, qui est en Arménie pour 2 jours, je crois, voilà, après Éric Zemmour qui était sur place il y a quelques jours. Pourquoi avoir choisi cette destination C'est pas parce qu'Éric Zemmour s'est rendu en Arménie que Valérie Pécresse s'y est rendue. Mais on pourra en discuter, c'était prévu avant, c'est important de le signaler. Pourquoi avoir choisi en tout cas cette destination, comme c'est le premier déplacement à l'étranger pour la candidate Valérie Pécresse? Pourquoi celui-là? D'abord parce que l'Arménie est un pays que Valérie Pécresse connaît bien, elle s'y est rendue à plusieurs reprises. Il existe un partenariat solide et pérenne entre le Conseil régional d'Île-de-France, présidé par Valérie Pécresse, et la région d'Erevan, avec un partenariat notamment sur l'agriculture, sur les universités, sur le développement économique et la multiplication de start-up en Arménie. Et c'est évidemment, à quelques jours de Noël, un signal fort envoyé aux chrétiens d'Orient, qui, vous le savez, ont été soumis
à rude épreuve et ont été victimes de nombreux méfaits et de nombreux massacres dans plusieurs régions du monde, notamment dans le Caucase. Et c'est aussi l'occasion pour Valérie Pécresse d'adresser un signal à la communauté chrétienne. Et nous vivons dans un pays de culture judéo-chrétienne, où les lois sont laïques, mais où notre culture est assumée. Et c'est aussi l'occasion pour elle de dire quelle doit être, selon elle, la place de la France dans une région aussi stratégique et aussi tendue que celle du Caucase. L'autre question, alors je parlais d'Éric Zemmour, mais parce que justement, pour savoir si la comparaison est possible là-dessus, il parlait d'une nation, pour ce qui est de l'Arménie, une nation chrétienne au milieu d'un océan islamique, évoquant là-bas une guerre de civilisation qui pourrait s'imposer en France prochainement. Est-ce que c'est votre vision des choses à vous ? Guerre dans la région du Caucase, il y en a eu, il n'y en a pas eu qu'une seule. Donc ça, c'est un fait géopolitique incontestable. Vouloir exporter les tensions n'est, à mon avis, pas digne d'un candidat à la présidence de la République. Et plus globalement, je crains qu'Éric Zemmour, dont je suis un lecteur, dont je peux partager parfois certains diagnostics, devienne un producteur d'insécurité, un producteur de tensions. La seule chose qu'on garde en mémoire de son seul grand meeting, c'est la bataille généralisée et des conflits entre militants extrémistes de part et d'autre. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage pour le débat démocratique, c'est dommage pour la dignité du débat qui doit triompher dans le cadre d'une échéance présidentielle. Et je crois que notre objectif autour de Valérie Pécresse, c'est non pas d'attiser les tensions, c'est de produire des solutions. Et c'est en fait deux états d'esprit totalement différents. Elle aurait pu débuter par un premier déplacement en Allemagne, notamment, plus que peut-être l'Arménie. C'est une façon de se distinguer peut-être avec un Emmanuel Macron, avec qui on la compare souvent encore, notamment du côté de la Macronie elle-même. Elle ne cherche pas à se distinguer de qui que ce soit. Si Valérie Pécresse était macroniste, je crois que ça se saurait, et que Emmanuel Macron ne lui aurait pas envoyé 5 ministres du gouvernement pour tenter de la battre aux élections régionales de mars dernier. Donc, vous savez, il y a une différence fondamentale entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, c'est que Emmanuel Macron, on l'a encore vu malheureusement à la télévision cette semaine, où il n'a parlé que de lui-même, alors que les Français endurent une crise économique, sociale et sans doute culturelle et civilisationnelle. C'est que lui semble avoir une obsession, c'est de plaire, alors qu'elle a une habitude et, si je peux me permettre, une passion, c'est de faire. Et c'est justement cette capacité à faire et à tenir ses promesses qui est la marque de fabrique de Valérie Pécresse. Donc c'est une différence plus de personnalité que finalement que sur le fond, sur le programme économique. Bien sûr, il y a beaucoup de différences sur le fond, parce que toutes les réformes structurelles... C'est important de le dire aussi. Bien sûr, non, mais j'y viens. Et je vous remercie de me poser la question. Il y a de nombreuses réformes structurelles, que ce soit sur la libéralisation du temps de travail, sur la réforme des retraites, sur la simplification, sur le nombre de constructions de places de prison, sur la lutte résolue ou pas, et malheureusement, elle n'est pas suffisamment forte contre l'islamisme, qui n'ont pas été mises en place ou insuffisamment mises en place par le président sortant, alors que du côté de Valérie Pécresse, dès qu'une mission lui a été confiée, que ce soit ministre des Universités de Nicolas Sarkozy, puis ministre du Budget ou présidente du Conseil régional d'Île-de-France, à chaque fois, elle a tenu. Comme ministre des Universités, elle a tenu 9 mois face à la rue et face à l'adversité pour mettre en œuvre une réforme décisive qui est la réforme de l'autonomie des universités. Lorsqu'elle était ministre du Budget, en pleine crise du subprime et des dettes souveraines, c'est depuis 1945 la seule année où les dépenses de l'État ont baissé en valeur. Et enfin, comme présidente du Conseil régional d'Île-de-France, elle a innové en créant la charte de la laïcité, un seul exemple, c'est-à-dire plus 1 euro d'argent public pour les associations qui dépassent les bornes de la République. Donc à chaque fois qu'elle a eu l'occasion de faire, elle a tenu sa parole et tenu face à l'adversité. Honnêtement, je crois que ce n'est pas faire une insulte au président sortant que de dire que ça n'a jamais été le cas le concernant. Avec le résultat d'Éric Ciotti à la primaire, les militants LR ont envoyé un message assez clair au parti, finalement, sur cette volonté d'une droite, on va dire, affirmée sur de ses valeurs. Ça n'impose pas, finalement, à Valérie Pécresse de faire d'une certaine façon le grand écart, en tout cas d'être dans une position un peu délicate, difficile ? Pas du tout. Il y a beaucoup d'idées similaires entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Et Valérie Pécresse et Éric Ciotti vont travailler main dans la main.
Éric Ciotti a fait une très belle campagne, a eu le courage de poser sur la table certains sujets qui fâchent, et il a démontré avec d'autres qu'il n'est pas nécessaire d'être extrémiste pour être offensif. Et c'est précisément le rôle, la responsabilité et le mérite de la droite républicaine, c'est d'être lucide sur les diagnostics, d'avoir des décisions, de prendre des décisions et d'avoir des solutions courageuses sans tomber dans les tensions inutiles dans lesquelles malheureusement tombent souvent Éric Zemmour et les extrémistes de droite. Et quelle place concrètement dans cette campagne pour Éric Ciotti ? Comme l'a dit Valérie Pécresse, clairement une place à part, une place singulière, du fait de sa belle campagne et du beau résultat qu'il a obtenu. Geoffroy Didier, l'enseignant de Sciences Po Grenoble, Klaus Kinzler, a été suspendu après avoir dénoncé une chasse idéologique. Il était accusé d'être islamophobe par notamment un groupe d'étudiants. Qu'est-ce que cela signifie, cette décision de suspension, à vos yeux ? Est-ce qu'elle vous inquiète ? Oui, tout à fait. Cette décision est inquiétante. Et ce qui est inquiétant, c'est ce mouvement qui nous vient de certaines universités américaines et qui est wokiste, indigéniste, racialiste, séparatiste, qui est le contraire de ce qui fonde notre unité nationale et de ce qui est notre ciment, c'est-à-dire la République française une et indivisible. Et nous devons nous battre contre, parce qu'ils sont organisés, ils sont structurés, ils sont violents, ils sont agressifs. Et malheureusement, plutôt que de soutenir ce professeur, la hiérarchie de cet établissement académique a décidé de le mettre à pied. J'estime que cette situation est inquiétante et que cette décision est déplorable. Le président LR de la région, Laurent Wauquiez, lui a décidé de suspendre les financements de la région à Sciences Po Grenoble. C'était la meilleure solution finalement à prendre. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? J'aurais fait de même en tout cas à sa place. Et plus globalement, je crois qu'il y a une bataille culturelle à mener contre tous ces idéologues qui sont des extrémistes et qui n'ont que le racialisme, le wokisme, le séparatisme à la bouche. Je ne sais pas quel combat ils mènent. En tout cas, ils se sont perdus et nous devons nous retrouver autour de cette république offensive et pas juste rassembleuse, parce qu'on dit toujours rassembleuse, mais ce mot ne veut pas dire grand-chose, c'est parce qu'aujourd'hui c'est devenu un combat culturel qu'il faut assumer et traiter comme tel. On reparle du coup un petit peu de Laurent Wauquiez aussi, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vraiment beaucoup entendu parler en tout cas. Il va avoir une place importante justement dans cette campagne, il va être un peu plus mis en avant Laurent Wauquiez fait partie des figures légitimes et incontestables de la droite, et donc il aura évidemment toute sa place dans cette reconquête, et il sera, je le sais, l'un des artisans de cette victoire que nous appelons de nos voeux, parce que je pense que la France l'exige et le mérite. Geoffroy Didier, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, député européen LR. Très bonne journée à vous.